des data, super outils pour les
Ça marche? Ouais. Voilà. Bon, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère qu'il y a quand même des hommes qui nous suivent. Et bonjour à ceux qui sont dans la salle et puis à ceux qui sont en hybride. Alors, Benjamin Franklin disait qu'il y a bien des manières de ne pas réussir et que la meilleure, c'est de ne pas prendre de risques. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est Benjamin Franklin, il y en a qui disent que c'est Pagnol qui disait ça. Moi, j'aimerais mieux que ça soit Pagnol, mais c'est une réalité, quoi. Ce deuxième événement de Go, Women on the Go, hein, deuxième événement de Women on the Go est sur le thème de la prise de risque, qui est un thème très, très important. Qui m'est particulièrement cher parce que, évidemment, on va avoir des speakers aujourd'hui qui ont pris des énormes risques. Alors, peut-être que nos expériences paraissent peut-être plus modestes par rapport à ça, mais je pense que c'est important de prendre des risques dans sa carrière. C'est important de prendre des risques pour essayer des choses parce que moi, je crois que prendre des risques, c'est apprendre. Et en fait, là, vraiment, je dirais que l'essence du leadership et du développement personnel, c'est la capacité d'apprendre et de continuer à apprendre tout au long de sa vie. Et ça, pour moi, c'est absolument fondamental. Ça fait partie aussi de mon vécu personnel, puisque j'ai beaucoup, alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai beaucoup changé de secteur d'activité. Hein. J'ai commencé dans l'imagerie médicale, j'étais dans l'énergie, maintenant je suis dans la technologie. Et à chaque fois, j'ai dû apprendre. Et c'est ça qui est formidable, quoi. Ça veut dire, c'est se remettre en cause, c'est sortir de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, c'est pas toujours facile. Mais si vous voulez progresser et tester vous-même et avancer aussi, je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai toujours essayé de prendre j'ai parfois pris des jobs dont personne ne voulait. Les jobs les plus difficiles. On va me dire, mais ça elle est un peu folle, c'est un peu casse-figure. Ouais, peut-être. Mais en fait, quel risque on prend? On ne prend pas de risque par rapport aux expériences qu'on va avoir tout à l'heure d'Alexia Barrier. C'est quoi les risques qu'on prend? On n'en prend pas. On prend le risque d'échouer dans un job. C'est pas hyper grave, honnêtement. Donc voilà, moi, si j'ai un message à faire passer, je pense que prendre des risques, ça fait partie de cet ADN d'apprendre. Et c'est de plus en plus important dans un monde qui change beaucoup et très vite. Et moi, je viens d'un monde... enfin, il y a quelques années, on était dans un monde lent quand même, où les développements de technologie étaient quand même relativement lents. Là, ça va très très vite. Et si vous n'avez pas envie d'apprendre, vous allez être perdu. Donc, c'est se remettre en cause et hors de sa zone de confort. Et la deuxième chose que je pense qui est important, le message que je vais vous faire passer, c'est sur... On vit dans un monde tellement incertain aujourd'hui, et je dirais que c'est un faible mot vis-à-vis de ce qu'on est en train de vivre, à la fois sur le plan économique, sur une Europe qui est en guerre pour la première fois depuis très très longtemps, que le vrai leadership, c'est aussi de savoir naviguer, et ça tombe très bien, parce qu'on va avoir une navigatrice dans un monde incertain, et de montrer le cap aux équipes. Et donc, il faut savoir vivre à cette incertitude. Et tout ça, c'est autour de la prise de risque. Donc moi, je prends ces deux valeurs fondamentales dans le développement du leadership. La prise de risque, sortir de sa zone de confort, et savoir aussi leader les équipes et leur montrer le chemin dans un monde incertain. Alors, on vient sur le monde de la tech, parce qu'on est là pour parler de ça aujourd'hui. D'abord, féliciter tous les role models et tous les awards, parce que c'est quelque chose qu'on a voulu faire, parce que ça nous paraissait important, de montrer qu'on pouvait avoir des carrières intéressantes, se développer dans le monde de la tech en étant une femme. Et ça paraît peut-être évident en disant mais pourquoi on a besoin de faire ça? Parce qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Aujourd'hui dans la tech, sur le plan européen, il y a 3 fois plus d'hommes que de femmes encore. Donc on n'a pas avancé comme on aurait voulu le faire. Il y a plein d'études qui disent, nul n'est besoin de le prouver aujourd'hui, que si effectivement on avait beaucoup plus de femmes dans la tech, on pourrait augmenter notre PIB, le PIB de l'Europe de 10%, c'est une étude de McKinsey d'ici 2025. Donc il y a plein de statistiques, la performance elle n'est plus à prouver. La réalité c'est qu'aujourd'hui dans les écoles, il n'y a encore que 15% de filles qui choisissent ces métiers-là. Et c'est très dommage. Donc nous, on s'est dit, cet événement Women on the Go, c'est aussi de montrer que c'est accessible, c'est possible, c'est des métiers qui sont ouverts à tout le monde, où on peut apprendre, et il y a encore du chemin à faire. Et même dans les concepts aujourd'hui des familles, quand
et vous êtes peut-être certains d'entre vous déjà mères de famille et avec des enfants qui sont en âge de choisir, il y a toujours ces petites barrières de non, mais c'est un truc qui est compliqué pour les garçons, etc. Il faut vraiment, vraiment que vous, en tant que rôle modèle, vous soyez là aussi pour embarquer toutes ces jeunes filles dans la tech. Parce que voilà, ça reflète la diversité du monde dans lequel on est, l'équité, si besoin était de le prouver, mais aussi la vraie performance, quoi. Donc voilà, donc ça c'est très très important. On a un super agenda aujourd'hui. Il y a une table ronde autour de la prise de risque. Moi je trouve, encore une fois, je trouve le sujet il est super, hein, parce que souvent, et je le vois encore, hein, même dans les jeunes générations, auprès des jeunes filles. On essaie de cocher toutes les cases parfois et d'être voilà, celle qui coche toutes les cases, mais en fait on s'en fout, quoi, hein. Je veux dire, les garçons ils arrivent, ils cochent des fois un tiers des cases, hein. Y a encore ce truc, moi j'ai 3 filles donc je teste sur mais prenez des risques, quoi. Il y a pas de risque en fait. Il y a des risques quand on va parler avec Alexia Barrière, là il y a des vrais risques, mais vous n'avez pas de risques, il n'y en a pas en fait, on les invente les risques. Donc vraiment, il va y avoir une table ronde super intéressante avec Vianney, notre compte exécutif Microsoft, qui va animer ça et nous permettre de parler de ça. Et ensuite, on va avoir le plaisir d'accueillir quelqu'un qui va nous raconter une expérience formidable, Alexia Barrier, donc finish du Vendée Globe 2020. Mais qui a plein d'autres projets qu'elle va partager. Et là, je pense qu'on va pouvoir parler aussi prise de risque, qu'est-ce qu'il faut de mental, comment ça marche, et ça va être super intéressant. Donc voilà, je vous souhaite une super soirée. Et puis, je vais laisser la parole, je crois que la prochaine, c'est Alexia. Voilà, Alexia, c'est vous, en fait. Je crois que micro ici. Merci infiniment, Corinne, pour cette présentation. Écoutez, je suis ravie et très impressionnée d'être parmi vous ce soir pour ce Women on the Go Microsoft. Je trouve ça absolument canon de voir justement les femmes s'investir dans la tech et dans des champs qui sont en théorie réservés pour des hommes, parce que moi, je suis navigatrice. Je fais de la course au large. Alors, j'ai 2 handicaps dans la vie. Je suis une femme. Et je viens de Méditerranée. Et pour faire de la course au large, on peut dire que j'ai tout faux. Alors, comment ça a démarré tout ça ? Je vais mettre juste mon iPad parce que parfois je pars dans mes histoires de mer et je dérive et je dérape. Voilà. Alors, comment tout a commencé ? Je suis née à Paris et mes parents ont déménagé à Nice quand j'avais 3 ans. Quelle chanceuse, pour des raisons professionnelles. Ils ont pris un petit bateau de 6 mètres, un petit voilier. Avec des collègues de travail, ils partageaient les frais et le bateau était garé au port d'Antibes. Et le week-end, ils nous emmenaient, mon frère et moi, donc moi j'avais 3 ans et demi, 4 ans, mon frère avait à peine 1 an. Ils nous emmenaient naviguer aux îles de l'Érins ou autour d'Antibes. Et c'était vraiment l'aventure, j'adorais ça. J'ai tiré donc mes premiers bords devant Antibes. Je me sentais d'une puissance incroyable, au contact de la nature, complètement libre sur ce bateau. C'était absolument génial. Mais quand j'étais petite, moi je voulais être championne de NBA. Donc je mesurais 1m58. J'étais en équipe régionale de basketball et à l'âge de rentrer au collège en 6e, je pouvais entrer au sport-études à Antibes. Il y avait un super sport-études. Et c'était vraiment mon grand rêve. Et là, ma mère me dit, ma petite fille, t'es une fille, t'es française, tu es petite, je le rappelle, t'as aucune chance d'aller en NBA. Le niveau d'études du sport-études est pas terrible. En gros, on va pas faire ça. Alors là, une flaque d'eau par terre. C'est moi, comme Amélie Poulain. Mon monde s'écroule instantanément. C'était vraiment très dur. La chance que j'ai eue, c'est qu'à la même période, j'ai vu à la télé le départ du premier Vendée Globe. Le Vendée Globe, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le tour du monde à la voile en course, en solitaire, sans escale et sans assistance. Et là, je me retrouve devant la télé et je le sens encore, j'ai des frissons. J'ai des frissons de voir ces gueules de marins, on peut dire des gueules de marins, parce que c'est vraiment des visages très particuliers qui vont faire le tour du monde en solitaire à la voile.
Et là, en fait, voilà, je sais ce que je vais faire de ma vie. J'ai 12 ans et je vais être skipper du Vendée Globe. Alors quand ? Ça, c'est l'avenir qui me le dira, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais ce que je vais faire de ma vie. Par contre, cette fois-ci, je le raconte à personne, hein, pour qu'on me dise t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est pas la peine. Donc, je travaille très dur. Je fais mes études, je fais un master en management du sport. Je rentre à l'école de voile à l'âge de 15 ans. Je commence à faire des compétitions, championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Je me rends compte que j'ai un vrai talent et là, je suis la meilleure, je pense, de ma génération à cette époque, à l'âge de 18 ans. Et donc, c'est l'heure pour moi de trouver un sponsor. Parce que quand on veut faire de la voile, c'est un sport mécanique et il faut aller chercher des budgets. Chercher des budgets, il faut soit comme quelques marins chanceux, avoir une famille qui a beaucoup d'argent ou un grand nom et c'est assez facile pour avoir son premier bateau. Soit il faut essayer de se relever les manches et de trouver un rendez-vous déjà avec une entreprise qui pourrait peut-être nous sponsoriser. Un sponsor, c'était pour faire ma première transatlantique en solitaire, la mini transat de La Rochelle à El Salvador de Bahia sur un bateau de 6,50 m. Alors 6,50 m, ça doit être à peu près de ce meuble jusqu'à la chaise ici. C'est vraiment un tout petit bateau. On part en solitaire pendant 3 semaines. Il y a 80 bateaux. À l'époque, on était 5 femmes sur les 80 skippers. C'est en solitaire. On n'avait pas le droit d'avoir de GPS, d'ordinateur, etc. C'est vraiment l'école de la course large. Et je dois trouver un sponsor pour ça. Donc c'est ma dernière année de fac. J'ai une amie dans mon équipage qui est commerciale pour la marque Roxy. Je ne sais pas si vous connaissez Quicksilver. Et elle me dit, écoute, je peux donner ton dossier de sponsoring. Ah, il faut faire un dossier de sponsoring. Ok, je vais le faire. Je peux donner ton dossier de sponsoring à la directrice marketing. Donc là, j'ai 22 ans. De chez Roxy. Donc elle amène le dossier, elle me dit c'est bon, tu as un rendez-vous. Ok, alors bon, moi j'ai 20 €, il faut que j'aille à Biarritz, j'achète un ticket 20 € pour finir le mois, hein, en mode étudiante. Donc je mets tout sur le ticket de train pour aller à Biarritz, j'ai pas de ticket retour, mais on verra bien, c'est pas grave. Et je fais ce rendez-vous et puis ça se passe bien. Je trouve mon premier sponsor. Et je pars pour ma première transatlantique en solitaire. C'était une expérience absolument dingue. On n'a absolument aucun contact, aucune communication avec quiconque, si ce n'est les concurrents que l'on peut croiser par hasard, mais c'est très rare. Et à ce moment-là, je me rends compte que je ne me suis pas trompée, que je suis bien partie pour faire le Vendée Globe. J'enchaîne les courses. Je navigue avec les plus grands marins. Peut-être vous ne les connaissez pas, mais dans mon univers, c'est un peu les Beyoncé et Tom Cruise de la voile avec Luc Poupon, Florence Artaud, Dennis Conner, qui est un Américain qui a remporté 4 fois la Coupe de l'América. Et je me retrouve à naviguer avec les meilleurs au monde, à saisir les opportunités. Comme je suis méditerranéenne, je ne suis pas dans la case bretonne, où on est un peu tous au même endroit, à faire tous la même chose. Je dois me débrouiller pour aller attraper des opportunités, naviguer au plus haut niveau, que ce soit aux États-Unis, aux Caraïbes, en Méditerranée. S'il faut que j'aille en Angleterre, je vais partout là où il le faut pour progresser. Et comme ça, j'arrive à gagner des titres de championne au fil des années. Arrive cette période en 2018 où un sponsor m'appelle et me dit « Écoutez Alexia, on a beaucoup entendu parler de vous, on va vous sponsoriser pour le Vendée Globe 2020. » Waouh! Et vous allez pouvoir construire un bateau, on a un méga budget pour vous. Donc je commence à travailler avec Vincent Rioux qui a gagné le Vendée Globe, avec un cabinet d'architectes. Tout commence à se mettre en place et on commence à travailler très dur pour construire ce bateau qu'on veut être un bateau gagnant. On travaille pendant 9 mois. Et un jour, je reçois un mail. Finalement, on ne va pas le faire. Absolument dingue.
Aucune explication, le sponsor disparaît, je me retrouve à avoir impliqué énormément de personnes très renommées dans mon secteur d'activité où j'ai engagé vraiment mes connaissances, ma crédibilité. Et là, tout part en fumée, quoi. Qu'est-ce que je fais ? C'était trop tard pour faire marche arrière. Intellectuellement, je ne pouvais pas repartir en arrière. Donc, je choisis de poursuivre et de chercher une banque qui va me prêter des sous, pas pour avoir un bateau gagnant, parce qu'un bateau gagnant, c'est 5 millions d'euros, mais pour avoir juste un vieux bateau, n'importe quel bateau. Je vais y aller. Quoi qu'il arrive, j'y vais. Donc, je trouve un bateau à 300 000 euros, qui a déjà fait 6 fois le tour du monde. Il a été construit pour Catherine Chabot. Il s'appelait Whirlpool, donc pour une femme que vous connaissez peut-être. Elle est députée maintenant, elle se bat pour la sauvegarde de l'océan. Et 300 000 euros, 2 banques acceptent de me prêter de l'argent alors que je n'ai aucune raison d'avoir un prêt, je n'ai pas de maison, j'ai mis toujours tous mes sous dans mes projets, etc. Bref, ils acceptent ce pari de se lancer à mes côtés sur le Vendée Globe 2020. Pendant une semaine, je vous jure, je me réveille avec des crampes à l'estomac. Je me dis comment je vais faire pour rembourser les intérêts du prêt, etc., etc. Je ne vais pas y arriver. Et je me dis, ma petite Alexia, ta force, c'est quand même ton réseau. Tu as rencontré des gens absolument incroyables, navigué pour des milliardaires, navigué avec les meilleurs marins au monde. Et tu connais au moins 3 personnes, des investisseurs privés qui pourraient te prêter ces 300 000 euros sans passer par une banque pour démarrer ton projet. Et là, qu'est-ce qu'on a à perdre en fait ? À part un non, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Pas grand-chose. Donc j'appelle le premier et au bout de 24 heures, j'ai une réponse positive et on achète ce bateau pour partir sur le Vendée Globe. Et là, l'aventure démarre. C'est juste dingue en fait, juste le fait parfois de se dire la timidité, maintenant je le sais, hein, après un Vendée Globe et tout ce que j'ai vécu, je peux vous le dire, la timidité, mais c'est une telle perte de temps, ça ne sert à rien. Parce que, à part un non, comme je vous l'ai dit, il ne peut rien vous arriver dans la vie. Et pour avoir un oui, j'ai remarqué qu'il fallait en moyenne une centaine de non. Mais pour avoir les 100 non, il faut demander, autrement on ne les a jamais. Et là, on ne peut jamais progresser. Donc maintenant, c'est beaucoup plus simple pour moi. Après avoir eu tous ces non, tous ces refus, toutes ces discussions, parce qu'on vous dit toujours non en premier, et parfois vous revenez et on vous dit oui finalement. Donc il faut vraiment, je pense, être déterminé sur votre vision et sur ce que vous avez envie de faire et ne pas vous laisser chavirer, détourner, dériver par quiconque. Vraiment suivre vos idées et ne pas s'arrêter pour un non, vraiment. Ça, ce serait dommage. Donc on peut considérer que mon sport est un sport à risque, hein, parce que je navigue sur le Vendée Globe, on va dans le sud de l'océan Indien, le sud de l'océan Pacifique, les 40e rugissants, les 50e hurlants, aux abords des icebergs de l'Antarctique. On navigue dans des vagues de 8 à 9 mètres, avec des vents qui sont parfois au-delà des 50 nœuds, plus que 100 km/h. Mais je trouve que le plus grand risque, en fait, ce serait de ne pas partir parce que je ne pourrais pas être moi, en fait. Et un autre risque, ce serait de renoncer en route. Ce qui m'a fait peur, toutes les choses qui m'ont fait peur pendant la course, 111 jours de course pour faire le tour du monde, 111 jours en solitaire. Ce qui m'a fait peur à chaque fois, c'était de me dire que j'allais pas pouvoir terminer mon tour du monde. J'ai cassé un câble qui tient mon mât alors que j'entrais dans l'océan Indien, dans un des endroits les plus dangereux pour ceux qui ont suivi le Vendée Globe. Il y a à ce moment-là Kevin Escoffier qui coule et qui perd son bateau, Samantha Davis qui percute quelque chose, qui est obligé d'aller à Cape Town, et ça commence à être un peu la Bérésina. Le vrai Vendée Globe, c'est ça. En vrai, il y a 50% des bateaux qui ne terminent pas, et là, ça commençait à ressembler à ça. Et moi, je casse le câble qui tient mon mât, je vois mon mât qui se plie en deux comme une canne à pêche vers l'avant, et là, je tremble et je pleure, mais pas parce que j'ai peur de mourir ou de couler, j'ai juste peur de ne pas pouvoir terminer ce Vendée Globe. Une autre chose qui m'a un peu
terrorisé et on développe des techniques mentales pour finalement aller au-delà de ses peurs. On fait beaucoup de préparation mentale et parfois on fait des choses un peu bizarres. J'arrivais au Cap Horn, évidemment météo terrible. J'arrive au Cap Horn et là il fait nuit. La particularité, c'est qu'on passe d'un fond de 2000 mètres à 60 mètres très rapidement, donc c'est comme une montagne sous-marine qui crée des vagues énormes et des déferlantes. Et c'est la nuit et mon bateau se couche une fois. Je fais OK, le mât dans l'eau, ça se relève. 2 fois, et là je commence à plus trouver ça très rigolo. Et moi je suis à l'intérieur du bateau, je peux absolument pas sortir, c'est trop dangereux. Et je commence à sortir dans les poches derrière moi. J'ai une petite sacoche avec toutes mes affaires de toilette. Et je commence à fouiller là-dedans. Et là, je trouve un petit truc que je cherchais depuis le début de la course. Un petit flacon de vernis à ongles rouges. Et là, je commence à me mettre du vernis à ongles, en fait. Et c'était pour moi une manière de me dire, OK, de toute façon, là, je peux rien faire. Il faut lâcher prise, fais autre chose, pense à autre chose. Et voilà. Et bon, c'est pas le même depuis, mais du coup, je me suis fait les ongles pour switcher, en fait, pour décrocher de cette situation très difficile. Dernière situation difficile pendant le Vendée Globe, 10 jours avant l'arrivée. Donc vers le Cap Vert, je remonte l'Atlantique. Je glisse dans le bateau. J'étais en train de changer de legging, et je peux vous dire que le legging, c'est finalement le truc le plus dangereux sur le Vendée Globe. Je change de pantalon dans le bateau et là je tombe sur une pièce en PVC sur le dos et encore une fois je me mets à hurler et à pleurer. Évidemment j'avais très mal, mais je me dis là c'est fini. Là par contre c'est pas une histoire matérielle, c'est une histoire physique. Je pense que je peux plus rien faire, je peux plus marcher. Je prends un Doliprane, je vais m'allonger. Une fois allongée, je me dis c'est complètement idiot, je pourrais jamais me relever. Je suis sur ma bannette, donc c'est un petit cadre en aluminium sur lequel je peux me reposer. Et en effet, je peux plus me lever, je peux plus bouger du tout. Je glisse, je roule par terre en hurlant. J'appelle le médecin de course et on a des super pharmacies, on a des très bonnes formations pour se soigner. Et le médecin de course me prescrit donc des médicaments antidouleurs assez forts, anti-inflammatoires, etc. Et il me dit, on s'appelle 6 fois par jour à partir de maintenant. J'ai passé une semaine en rampant, je ne sais pas si vous imaginez, absolument impossible de marcher, impossible de me tenir debout. Pour sortir du bateau, ça me prenait un quart d'heure pour aller faire quelque chose à l'extérieur. Je pouvais faire une seule manœuvre par jour. Et le médecin de course, à un moment, me dit, écoute, si ça va vraiment pas, on t'envoie un hélico, c'est pas grave. Enfin, t'as fait le plus gros du tour, arrête-toi là si ça va pas. Et là, je lui ai dit, mais absolument pas. Je ne renoncerai jamais. Si tu m'envoies un hélicoptère, il reviendra chez toi aussi rapidement qu'il est arrivé à mon bateau. Ne pas renoncer et avoir des ressources absolument inexplorées, inattendues. C'est ce qui vous arrive quand vous prenez des risques ou quand vous tentez des nouvelles choses, que vous êtes sorti de votre zone de confort et finalement que vous faites confiance parce qu'on a des ressources pas illimitées, mais peut-être quasiment illimitées, qui nous permettent de réaliser des choses qui, sur le papier, sont impossibles. Si ça m'était arrivé à terre, on m'aurait dit tu t'allonges pendant 3 semaines et tu bouges plus. Et j'aurais pas eu le choix. Sauf qu'en mer, on est libre. Et c'est ça que j'aime aussi dans mon métier. Donc voilà, je vous ai parlé un petit peu de mes peurs. Et je vais vous parler aussi de mes grands bonheurs sur ce Vendée Globe. Je pense que le plus grand bonheur, c'est de prendre le départ. Comme vous l'aurez compris, c'est un énorme challenge déjà d'être au départ du Vendée Globe parce qu'il faut réussir à monter le projet, avoir le courage d'y aller, trouver les financements. Trouver des financements quand on est une femme, c'est compliqué parce qu'on est encore parfois dans des catégorisations, des catégories où on pense qu'un skipper, ça doit être grand, barbu et puer des pieds. Et heureusement, c'est plus comme ça. On est dans un sport mixte où on est classé sur la même feuille de match. C'est la particularité de notre sport. Et il y en a très peu comme ça. Il y a aussi l'équitation. Et où on peut battre les garçons. Florence Artaud l'a fait, Hélène MacArthur l'a fait.
Et j'espère Sam Davis, sur le prochain Vendée Globe, le fera avec son nouveau bateau. En tout cas, on peut être vraiment à la hauteur. Et parfois, les chefs d'entreprise masculins ont des réflexions un peu bizarres quand ils voient une femme arriver pour leur demander un budget pour faire un Vendée Globe. Donc ça m'est arrivé assez régulièrement. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer et de continuer à essayer d'avoir des rendez-vous et trouver des budgets. Donc le grand bonheur d'être au départ du Vendée Globe, de faire partie de cette petite famille. Je ne sais pas si vous savez, mais il n'y a que 60 skippers qui ont terminé le Vendée Globe depuis qu'il existe, depuis 30 ans. Il y a 400 personnes, à peu près, qui sont allées dans l'espace depuis qu'on peut aller dans l'espace. Alors c'est facile de dire que c'est plus facile d'aller dans l'espace que de faire le Vendée Globe, mais c'est presque ça. Et donc le grand bonheur, c'est d'avoir terminé, de passer la ligne d'arrivée. Une grande fierté, mais une fierté personnelle évidemment, mais surtout pour toutes les personnes qui m'ont encouragé, mes partenaires, mes équipes. On est seul en mer, mais on ne pourrait jamais prendre la ligne de départ si on n'avait pas une équipe de professionnels qui est là pour nous préparer notre bateau, des coachs, préparateurs mentaux, préparateurs physiques, nutrition, un champ de compétences absolument dingue. Je dois être capable à bord de réparer un ordinateur, une pompe hydraulique, réparer des voiles, faire du composite, me réparer. Et tout ça, toutes ces compétences, je ne peux les avoir que parce que j'ai des spécialistes dans chaque domaine à mes côtés. Parce que je ne suis pas assez forte pour tout savoir sur tout. Je suis un chef d'orchestre, mais ce n'est pas moi qui joue de tous les instruments. Moi, je suis juste là pour naviguer en solitaire et j'ai les meilleurs qui sont avec moi pour me conseiller. Et ça, c'est vraiment la particularité de notre métier, que de pouvoir avoir accès à autant de compétences sur des projets très, très engagés et dans un domaine de compétition et de sport. Donc le grand bonheur, c'est l'arrivée, c'est un grand coup de chance. J'arrive avec la pleine lune. Je devais arriver à 14h pour faire le prime time, le journal télévisé. Et je dis à mon attaché de presse, écoute, j'en peux plus, ça fait une semaine que je peux plus marcher, je veux arriver. Je ferai pas la télé, mon bateau va vite, là, je vais arriver beaucoup plus tôt. Et du coup, branle-bas de combat à 4h du mat, tout le monde se met en tenue, prend les zodiacs, se prépare pour venir m'accueillir. Je crois que je passe la ligne vers 6h et quelques du matin. Donc la pleine lune, et moi je vois toutes les petites lucioles, comme des lucioles qui arrivent vers moi, ce sont tous les zodiacs de l'organisation. Et là je reconnais les voix de mes proches, puisqu'il fait nuit, je ne les vois pas très bien encore. Et on s'approche tous ensemble de la ligne d'arrivée, avec le lever du soleil, et c'est juste magique. Donc ça, c'est vraiment un des plus beaux souvenirs. En mer, on a la chance de côtoyer la vie sauvage et la nature au quotidien. Et ça fait partie aussi des particularités de notre métier, et je vous en parle juste après. Donc qu'est-ce qu'on fait après un Vendée Globe ? Un autre Vendée Globe, normalement. Ou alors on arrête la voile. Ça dépend. Moi, j'ai décidé de me lancer un nouveau défi, de ne pas repartir un peu comme tout le monde sur un nouveau Vendée Globe avec un bateau qui va plus vite. Moi, j'ai eu envie d'aller marcher sur la Lune, c'est-à-dire de faire quelque chose que personne ou quasiment personne n'a jamais fait. En tout cas, aucune femme depuis 25 ans n'a jamais fait ce qu'on va faire. C'est de nouveau un tour du monde, mais cette fois-ci sur un trimaran. Autour du monde, en équipage, sans escale et sans assistance. On va s'attaquer au trophée Jules Verne. Le trophée Jules Verne, c'est un record qui a été créé par Florence Artaud et Titouan Lamazou en 92. Et depuis 92, il y a un seul équipage de femmes qui a tenté de battre le record. Absolument dingue. Demandez-moi pourquoi, je n'en sais rien. Je pense que les garçons ont tellement l'habitude de naviguer entre eux qu'ils n'ont jamais pensé en fait à inviter une femme sur leur bateau pour ce record. Et donc on va, au-delà du challenge sportif sur ce trophée Jules Verne, le temps à battre c'est 40 jours, hein, c'est quand même très 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 engagé. Encore plus que le Vendée Globe. Sur les multicoques, on vole, on est sur le fil, on navigue à haute intensité. Et si ça se passe mal, on ne se couche pas comme sur un monocoque, on se retourne et c'est fini.
Et donc, on va s'élancer avec un équipage international. On a une Anglaise, une Américaine, une Suédoise, on a une Japonaise à bord. Et ça va être absolument fantastique. Au-delà du challenge sportif, l'idée, c'est de faire bouger les lignes et de donner envie aux petites filles, aux jeunes femmes qui se disent, comme vous le faites dans la tech, hein, non, ça, c'est pour les garçons. Non, absolument pas. Ose réaliser tes rêves. Ose n'écouter que toi et aller réaliser ta passion. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu seras quelqu'un d'équilibré et que tu pourras vraiment être épanoui au cours de ta vie. Ça, c'est le plus important finalement. Donc le trophée Jules Verne, ça va être un challenge sportif évidemment, planétaire, parce que pendant 2 ans, on va se préparer avec des records et des courses à travers le monde, et un défi humain. On y associe un programme qui s'appelle Womanity. À chaque départ de record et de course, avant le grand record qui sera en 2025, on va organiser des conférences et des colloques pour des associations de femmes, femmes défavorisées, femmes entrepreneurs, femmes sportives, dans chaque pays où on va aller. L'idée de The Famous Project, c'est de rendre des personnes qu'on ne connaît pas, leur rendre de la lumière pour qu'elles soient à leur tour famous. De pouvoir partager, coopérer, collaborer. Donner du sens à ce qu'on fait. Vous le faites sûrement aussi dans votre métier, on ne se connaît pas, mais je suis certaine que vous avez plein d'autres projets en parallèle de votre activité professionnelle ou avec votre activité professionnelle qui permettent de donner du sens à ce que vous faites. Et moi, c'est ce que je fais depuis 12 ans avec l'association For My Planet que j'ai créée pour préserver l'océan. Et aujourd'hui, avec un projet plus inclusif autour de la mixité, on va avoir des spécialistes hommes pour nous accompagner à être les meilleurs sur notre trimaran, mais on va les débarquer gentiment le jour de partir sur le record. Et ils sont tellement fiers, ces hommes qui sont aujourd'hui les experts du trimaran, de faire partie du projet, même s'ils ne vont pas être là pour le record. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit travailler dans la société, de travailler ensemble pour faire progresser les femmes. Ça ne veut pas dire être que entre nous, les femmes, mais vraiment coopérer aussi avec les hommes. Donc, For My Planet, je reviens sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? 2008, on gagne une transatlantique en course sur un bateau de 35 mètres. Super grand bateau qui appartient à un milliardaire anglais. On est 25 personnes d'équipage. Il n'y a que des anglo-saxons à bord. Je suis la seule femme, la seule française. Et on m'a donné le rôle de chef de car. Donc il y a 4 cars, c'est-à-dire qu'on se relaie par petits groupes pour faire avancer le bateau. Et ils m'ont mis chef d'un groupe avec des garçons qui ont des palmarès beaucoup plus importants que le mien. Et c'est vraiment absolument dingue et une grande fierté que d'avoir gagné cette course en tant que chef de car. Mais quand on arrive sur les côtes anglaises, on est parti des États-Unis. En fait, je ressens aucun bonheur, aucune joie. J'ai la nausée, limite envie de vomir. Je vois dans l'eau énormément de pollution, de déchets qui flottent. Et c'est pas la première fois que je vois de la pollution en mer, mais là, ça me frappe. Et je me dis, mais là, c'est pas possible. Il faut vraiment faire quelque chose pour préserver mon terrain de jeu. Et à ce moment-là, je décide donc d'aller parler aux scientifiques. Je leur demande comment je peux les aider sur la préservation de l'océan, les sujets de recherche océanographique. Ils me disent, non mais toi, tu es navigatrice, navigue, nous on est scientifiques, on fait des études scientifiques, on ne peut pas tout mélanger. Et après 9 mois de discussion intense, j'arrive à trouver un scientifique qui me dit, mais génial, on va mettre des capteurs sur ton bateau. Et donc ça fait 12 ans maintenant, grâce à For My Planet, cette association que j'ai créée, ça fait 12 ans que je rapporte des données aux scientifiques qui observent l'océan, des données de température et de salinité.
On a rapporté plus de 3 millions de données, moi et mes bateaux de course, aux scientifiques, et ça rentre dans une banque de données mondiale qui est gratuitement accessible à tous les chercheurs et à tous les étudiants qui étudient l'océan. Et ça, pour moi, ce qui est le plus important, c'est pas de dire grâce à For My Planet, Alexia Barrier, on a fait une publication, on a découvert ceci ou cela. La grande joie, c'est de pouvoir contribuer à ma petite échelle à ce challenge global qui est la préservation de l'océan. Et à ça, on l'a associé à un programme éducatif, parce que les kids, c'est l'avenir, c'est certain. Et c'est le présent aussi, d'ailleurs. Et l'idée, c'était 2 choses très importantes pour moi. La première, de leur donner envie de réaliser leurs rêves et de peut-être pas écouter leurs parents quand on va leur dire mais non, tu peux pas faire ça, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Et en allant dans les classes, après chaque course, je vais faire 1 semaine de tournée en France pour aller voir les enfants des collèges et primaires. Et en allant dans les classes, j'ai eu des témoignages dingues. Je raconte juste une. Un témoignage de 2 petites filles, 7 et 8 ans, en primaire. Elles me disent bon, ok, tu sais quoi, on a bien compris ce que tu fais. Et nous, on a créé une association, du coup, 7 et 8 ans. Je dis ok, ça promet. Et vous faites quoi, les filles? Tous les week-ends, on va aller ramasser les déchets à la plage à côté de la maison. Bah, au-delà d'être super mignon, je trouve que voilà, on a avancé, on a créé une envie, l'émotion emmène vers une action. S'il n'y a pas d'émotion, on n'aura pas d'action derrière. Et c'est ce sur quoi on travaille avec For My Planet. Aujourd'hui, on crée un film en 360 en réalité virtuelle qui s'appelle Océan 360, et on va permettre aux enfants de la France entière de rencontrer l'océan, qui est un personnage de ce film. Donc, réaliser ses rêves, mais aussi prendre soin de soi, c'est ce qu'on essaye de leur apprendre, parce qu'on ne peut pas prendre soin de la planète tant qu'on ne sait pas prendre soin de soi et de son entourage. Et ensuite, après, leur donner envie de préserver aussi leur terrain de jeu. Donc, c'est beaucoup de travail, comme vous avez pu voir le panel des compétences et des choses que je mène, à part mon métier de navigatrice. Ça m'a amené à créer 2 entreprises. J'ai créé une SARL à Monaco où j'ai démarré mes projets de navigation et en collaboration avec des scientifiques. Une SAS en France qui est armatrice de mes bateaux de course, et cette association Loi 1901, reconnue d'intérêt général, qui aujourd'hui compte environ 200 adhérents, mais on mène énormément d'actions toute l'année. On est plus basé sur l'action que sur la communication. Même si j'ai écrit For My Planet sur mes voiles, voilà, c'est très important pour moi. J'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous raconter. Peut-être juste une dernière chose, c'est une question qu'on m'avait posée. Comment on fait pour switcher justement du métier de navigatrice au métier d'entrepreneur ou présidente de l'association? En fait, c'est ce que je vous disais au début. C'est juste d'avoir un cap, une envie et de foncer vers cet objectif qui permet finalement de trouver les ressources, et en se faisant aider par des experts et des compétences externes à atteindre son objectif. Et ça, je pense que c'est réalisable par toutes et tous, en fait. Il faut juste se lancer et larguer les amarres et à l'attaque. Déjà, merci beaucoup Alexia pour ton intervention très inspirante, nous avoir fait voyager un peu en mer, de voir le beau temps de la Méditerranée. Ça faisait vraiment du bien. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux ce soir d'accueillir en votre nom nos intervenantes, donc Zineb, Émilie et Elodie, qui sont venues nous partager de leur expérience sur la prise de risque, et notamment à travers leur parcours de carrière. Est-ce que vous pouvez du coup vous présenter brièvement et nous voir ce que vous faites?
Bonjour à toutes et à tous, je suis Elodie François, je suis ingénieure d'affaires dans le domaine de l'IT pour la société Econocom et je suis également directrice du programme Femmes du Digital pour cette même société. Bonjour, moi je suis Émilie Bonin, donc je suis architecte technique et responsable technique du support chez Poel Software. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Zineb Bodega, je suis chef de projet chez Medsys et c'est ma première table ronde, donc je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui et merci de m'y avoir conviée. Merci. Et moi, je suis donc Vianney Sylvie, je suis chez Microsoft depuis 2 ans. Je suis account exécutive, voilà, tout bébé, depuis septembre. Avant, j'ai rejoint Microsoft dans la division partenaire, GPS. Et c'est un changement de carrière, puisque avant j'étais dans l'armée. J'avais fait l'école militaire de Saint-Cyr, donc l'école des officiers. Et j'étais en gendarmerie spécialisée en enquête criminelle. Donc j'étais spécialisé dans l'assassinat, la résolution d'assassinats, et après on m'a demandé de monter un groupe de lutte contre les gangs d'Europe de l'Est. Voilà. Je n'y avais pas trop là-dedans parce que c'est pas le sujet, mais voilà, au niveau de la prise de risque, moi au niveau de la prise de risque, il y avait pendant ce temps-là une prise de risque physique bien sûr et opérationnelle, et puis un petit peu légale également, parce que dans l'unité où j'étais, on travaillait sur le haut du spectre de la criminalité, donc que des criminels professionnels endurcis, et donc du coup il y avait toujours cette notion de danger physique bien sûr et légal, puisque en fait on naviguait toujours en zone grise, puisqu'en fait des criminels professionnels laissent pas trop trace, et donc du coup il faut je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais voilà, il y a des décisions stratégiques à prendre sur les enquêtes où du coup vous prenez une grosse prise de risque que vous pouvez faire peser sur d'autres personnes, notamment sur les victimes, pour être sûr de bien intervenir en flagrant délit et saisir les auteurs. Voilà. Donc voilà, tout ça. Et puis après, j'ai fait un MBA à l'INSEAD, de changement de vie, et je suis arrivé comme ça chez Microsoft. Voilà, très brièvement pour mon parcours. Et vous, du coup, est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette prise de risque, le concept de sortir justement de cette zone de confort, et puis en fait c'est un peu cette devise de qui ose gagne dont nous parle Alexia. Alors ma prise de risque va être un peu moins impressionnante, je n'ai pas arrêté de criminel, ça paraît tout de suite moins impressionnant. C'est plutôt une histoire de sortir de sa zone de confort. À l'issue de mes études, j'ai fait un master en communication et management des ressources humaines. Le contexte de l'emploi en 2010 était un peu moins favorable qu'aujourd'hui, et le premier poste que j'ai trouvé, c'est dans la fonction publique en tant qu'assistante RH. Puis j'ai évolué en 3 ans sur un poste un peu plus élevé, donc en tant que pilote RH, puis en responsable de communication. Et donc ma carrière était lancée pour devenir fonctionnaire dans une petite ville du fin fond de Nord-Pas-de-Calais, pour le plus grand plaisir de mes parents, pour qui rester à côté de chez eux dans la fonction publique en étant fonctionnaire, c'était leur rêve à eux. Et j'ai été contactée par Econocom, donc ma société actuelle, pour me proposer un poste de chargé de recrutement dans l'IT. Et là, ça a été un peu le déclic de me dire, mais en fait, c'est plutôt un truc comme ça que je veux. Alors, j'y comprenais rien, qu'on soit tout de suite d'accord. Quand on m'a dit, tu vas recruter des développeurs avec de l'agilité, du .NET, des Scrum Masters, ok. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. Pour moi, l'informatique, c'était très vague, mais ça me tentait. J'avais envie de voir autre chose. On m'a dit, tu vas voir le recrutement, les gens ne postulent pas chez nous. Donc ça, c'était déjà vrai en 2012-2015. C'est un autre métier. Tu vas plus faire de la chasse que du recrutement. Les gens ne postulent pas. Tu vas devoir développer d'autres compétences et découvrir un nouveau métier. Et ça m'a vraiment branchée. Donc j'y suis allée, c'était ça un peu ma prise de risque. Et puis j'en ai eu d'autres par la suite, parce que j'ai évolué sur d'autres postes. Très rapidement, au bout de 9 mois, on m'a dit « Et si tu passais commercial ?» Ouh là là. Déjà le recrutement, ça se passait bien, mais commercial, c'est encore un autre métier. Donc je l'ai fait, je me suis dit, s'il me le propose, c'est que j'en suis capable, donc je vais essayer. Et j'ai changé de ville en même temps, j'ai quitté le Nord-Pas-de-Calais pour venir vivre à Lyon. Et après, en parallèle de mon poste, on m'a dit, mais si tu montais un programme pour accompagner les femmes pour venir dans le digital, et donc travailler avec la direction générale du groupe. Oula, pourquoi pas ? Voilà, donc ça a été ça ma prise de risque. Aujourd'hui, j'y suis toujours chez Econocom. Je suis toujours sur la partie commerciale et le programme Femmes du Digital. Donc je m'épanouis beaucoup. Donc cette petite prise de risque était quand même plutôt sympa. Top, bravo.
Zineb, tu veux nous partager Oui, alors moi, ma prise de risque, ça s'illustre principalement par le fait de sortir de ma zone de confort. Étant donné que je suis de nationalité étrangère, d'abord j'ai fait mon premier master au Maroc, qui est mon pays d'origine, et j'avais deux choix. Donc soit rester dans mon pays d'origine, donc dans ma zone de confort, avec ma famille, mes amis, et trouver un travail, et c'était la suite logique d'évoluer en fonction des opportunités qui se présentent, soit décider de tout quitter, d'abandonner mon pays, de m'installer dans un pays étranger à un jeune âge, de me réorienter vers un domaine que je ne connais pas du tout. Et donc là, c'était une vraie prise de risque pour moi, parce qu'arriver dans un pays où je ne connais personne, donc ok, il y a la barrière de la langue qui est levée, parce qu'au Maroc, la première langue étrangère, c'est le français, donc je me disais, ça va, je vais arriver à communiquer. Mais la prise de risque s'illustre aussi par le fait de venir en pleine période de crise sanitaire, donc ça, ce n'était pas du tout facile pour moi. Mais je me disais, d'accord, ok, si je reste chez moi, d'accord, c'est la zone de confort, mais par contre, j'évoluerai peut-être à un rythme qui est beaucoup moins accéléré que ce que moi j'ai envie de faire. Et donc, je me disais, d'accord, tu es jeune, tu as toute une vie devant toi, si jamais tu échoues, c'est pas grave, j'ai tout à apprendre. Et donc, je l'ai fait d'abord pour apprendre, pour expérimenter et surtout aussi pour me développer au niveau personnel. Donc voilà, par rapport à mes prises de risque. Top. Et du coup, quel a été votre déclic? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes mis en marche? Alors moi, ça n'a pas vraiment été un déclic. J'ai envie de dire, j'ai jamais eu de route toute tracée. Je pense que dans 10 ans, je ne sais pas encore ce que je ferai. Il y a des gens qui savent très bien où ils vont, pas moi. J'ai plutôt eu la chance d'avoir des opportunités et la capacité de les saisir. Donc, c'est pour exemple, Econocom, ils m'ont proposé le poste, j'ai tenté. La partie commerciale, j'ai tenté. Honnêtement, je suis pas allée chercher. Tiens, je veux absolument le poste de commercial. Non, ça se passait bien. J'étais en réussite, on me l'a proposé. Donc moi, ça a plutôt été des opportunités plutôt que d'aller chercher les choses. Donc j'ai eu de la chance. Bon, j'ai travaillé pour avoir ces opportunités, mais ça a plutôt été dans ce sens-là plutôt qu'avoir une ligne toute tracée. Super. Et c'est vrai que quand on discutait entre nous sur les gens qu'on connaît qui font la transition professionnelle comme ça, on voyait un peu 3 catégories. Les gens comme Alexia qui ont une vision très forte sur leur vie. Je vais être navigatrice, je veux marcher sur la Lune, etc. Et donc, c'est très inspirant. Moi, je trouve ça magnifique. Je rêverais d'avoir ce genre d'ambition profonde comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas la majorité des gens. En fait, la majorité des gens vont plutôt se chercher. Et on a du coup des personnes comme toi qui sont capables de saisir des opportunités qui arrivent. Et ça, c'est quand même magnifique de se dire là je vais prendre la sortie à droite et je ne l'avais pas prévu, mais il y a une opportunité qui arrive, je la saisis. Et on a également, et moi c'est un point notamment on m'interroge sur le fait de comment savoir, je sens que je veux bouger, mais je ne sais pas où aller en fait. Et moi c'était mon cas, c'est-à-dire j'avais envie de rentrer dans le secteur privé, de faire du business, d'avoir quelque chose de plus créatif, plus rapide, mais je ne savais pas. Et du coup, moi, il y a une image qui me parle, c'est le concept de l'horizon optique. Quand, en fait, vous êtes debout sur la Terre comme elle est ronde, le fait d'être debout, si vous faites après 1m80, en fait, vous avez une vue à 5 km devant vous, si le terrain il est plat, etc. Donc sinon, il y a une formule de maths très compliquée. Et donc, en fait, votre vision du réel autour de vous, c'est 5 km, ça rend 5 km, donc en fait 80 km² en gros. Et ça, c'est votre vision qui est déterminée par votre déterminisme social, là vous êtes, votre entreprise, etc. Et c'est vrai que du coup, quand on veut changer, on commence à activer ce réseau-là, la famille, les amis, les collègues, on commence à lire et tout. Et moi, j'ai passé peut-être après 1 an à essayer de trouver comme ça un peu ma voie, quelque chose qui allait me faire vibrer, et je ne trouvais pas. Et du coup, moi, ce concept d'horizon optique, donc encore une fois, l'horizon, c'est la ligne où optiquement on voit que la Terre se termine, et en tout cas se marie avec le ciel. Et ça m'a parlé dans le sens où si je veux faire bouger cet horizon, puisque autour de moi, il n'y a rien qui me parle, il va falloir que je me mette en marche et que je marche même si je ne vois pas. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai fait un MBA, parce que c'est aussi le cœur du MBA qui permet d'ouvrir ses horizons. Expand your horizon, c'est un peu un des leitmotifs qui vend, mais qui marche. Justement, donc se mettre en marche, même si on ne sait pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser à Mike Horn, comme on est avec une exploratrice. Donc, vous savez, le grand explorateur actuel, voilà, qu'on regarde de temps en temps sur YouTube pour s'inspirer. Et lui, il dit, bon, il est toujours extrême, et il dit, moi, j'ai juste besoin de savoir 5% de mon avenir, de la vision, pour y aller. Moi, je dirais, bon, j'ai plus besoin de 40-50%, on va dire. Mais c'est vrai que si on attend d'avoir 100%,
on partira jamais. Voilà. Donc c'est aussi ça le message de se dire, je vais quand même partir vers l'inconnu et je vais me dépasser même si c'est pas encore écrit. Et c'est aussi ça la beauté de la prise du risque. Bref. Et sinon, on parlait également des personnes dans nos vies qui nous ont accompagné cette transition. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur du coup les jalons que vous avez pu avoir dans votre vie qui ont pu vous coacher, vous éclairer ou au contraire mettre des freins sur ce choix et cette vision que vous vouliez mettre en œuvre? Moi, j'ai pas forcément été poussée dans la bonne direction en fait. Alors, j'ai une formation littéraire, donc j'ai fait un bac littéraire. Je me dirigeais plus vers du coup quelque chose de littéraire. Alors quand on fait littéraire, c'est quoi? C'est le droit, la psycho. Bon, c'est pas très original. Je me suis dirigée vers de la psycho parce que pas par dépit, mais parce que ça m'intéressait. Et au fond, j'avais quand même une envie depuis toute petite. En fait, depuis toute petite, je me disais, je veux travailler avec des ordinateurs. Ça veut rien dire, mais quand on est petit, ça veut tout dire. Je veux travailler avec des ordinateurs. Et arrivé en licence de psycho, je me suis dit, c'est pas ce que tu veux faire. Tu veux pas faire ça toute ta vie. Tu veux pas faire de la psycho toute ta vie. Et j'avais envie de challenge. J'avais envie de faire du code, en fait, de faire du code, donc de faire de l'informatique. Je me suis dit, tu fais quoi? Tu te lances pas? J'avais peur. Je me suis dit, ok, cherche une école, cherche quelque chose pour faire un BTS. Je me suis inscrite. Je l'ai dit à personne. Malheureusement, j'ai pas forcément été accueillie à bras ouverts par les personnes qui recrutaient dans cette école. On m'a dit, t'as pas les bases en maths, en fait, t'as fait un bac littéraire, t'y arriveras pas. J'ai dit, ok, laissez-moi tester, on verra. Et je suis arrivée dans les premières de ma promo dans ce BTS au final. Après, je me suis dit, go, école d'ingénieur, on tente. École d'ingénieur, pendant les tests de recrutement, même chose. On m'a dit, on m'a fait des tests de maths, on m'a mis une matrice sous le nez, on m'a fait une multiplication de matrice. J'ai regardé, je dis, je suis désolée, je comprends pas. Et ils m'ont dit, on vous accepte, mais vous allez redoubler votre première année, c'est obligatoire, vous n'allez pas y arriver. J'ai dit, encore une fois, ok, on y va, on tente en fait. De toute façon, maintenant que je suis là, voilà. Donc j'y étais. J'ai galéré, je vais le dire honnêtement. Mes rattrapages de maths, ils m'ont suivi jusqu'en 3e année d'école d'ingénieur. Mais j'ai réussi. Dans toutes les autres matières, j'avais aucun problème. Et pour autant, il y a eu des discours d'échec, en gros, de la part des personnes. Quand j'ai fait mon école d'ingénieur en apprentissage, et du coup, quand je cherchais une entreprise, j'ai eu beaucoup de refus. Mon premier apprentissage n'était pas vraiment dans l'informatique, du coup, parce que j'étais une femme et parce que j'avais fait littéraire. Il y a un recruteur un jour qui m'a dit c'est très bien, on a besoin d'une femme pour dynamiser une équipe d'hommes. C'était pas mon rêve non plus d'être dans l'informatique dans ce but précis. Donc voilà, on va dire que j'ai pas rencontré au moment de cette transition les personnes adéquates pour me pousser dans la bonne direction, ce qui m'a moi aidé entre guillemets, parce que j'aime le challenge en fait. Quand on me dit t'y arrives pas, je dis ok, je vais te prouver que j'y arrive. Donc moi ça m'a poussé, mais ce serait pas forcément le cas de tout le monde. Et voilà, c'est dommage en fait que les gens ne soient pas forcément ouverts à cette reconversion quand on change de voie et compagnie. Voilà. Merci Émilie. Zineb, est-ce que tu as une expérience plus positive sur le... Oui. Donc, contrairement à Émilie, moi j'ai été accompagnée dans mon entreprise dans laquelle je suis actuellement, chez Medsys. Dès mon arrivée, pendant la période de recrutement, j'étais transparente sur le fait que je n'ai pas eu de formation en informatique, donc je ne comprenais pas du tout les échanges techniques. Mais on m'a rassurée sur le fait qu'on n'allait pas me lâcher comme ça dans la nature, que j'allais tout le temps être accompagnée par des experts techniques. Et ça a été le cas. À chaque fois qu'un consultant
techniques dans la boîte avaient du temps, et ils me prenaient en call 1 heure, 30 minutes pour m'expliquer une technologie avec laquelle on travaillait pour le profit de nos clients. On m'a proposé des formations, on m'a poussé à passer des certifications aussi, et je trouve que c'est très important. Parce qu'en fait, l'accompagnement, quand la personne qui n'a pas de formation dans l'informatique, donc en l'occurrence un profil comme moi, quand on est accompagné par des personnes, des professionnels du domaine, ça nous permet de nous rassurer et de nous dire qu'on a finalement bien fait le choix de prendre le risque. Et là, je pense à notre CTO chez Métis, qui est Hervé Thibault, qui n'est malheureusement pas présent parmi nous, il n'a pas pu se libérer, mais qui a été d'une aide très précieuse pour moi. Donc, il m'a accompagné, qui m'a beaucoup conseillé, donc m'a accompagné tout au long de ma nomination pour le Women Microsoft Role Model. Et puis, donc, quand on a des personnes comme ça, parce que pour moi, la prise de risque, ça passe par 3 étapes principales. Donc, tout d'abord, on a le fait de décider de prendre ce risque, parce que d'abord, on a la peur de l'échec, on n'a pas confiance en nous, parce qu'on se dit, voilà, on n'a pas tous les atouts pour y arriver, ça va être compliqué. Donc ça, c'est la première étape. C'est le fait de décider de franchir le pas et d'accepter de prendre ce risque. La deuxième étape, c'est l'étape, on va dire, la plus opérationnelle, c'est-à-dire on se dit dans nos têtes, il n'y a pas de retour arrière, c'est bon, on a décidé de prendre ce risque, maintenant on va travailler pour atteindre nos objectifs, et là on oublie que c'est possible de faire retour arrière, donc on travaille pour atteindre nos objectifs. Et la dernière et la troisième étape, c'est là où on se dit, voilà, j'ai réussi, et c'est là où on commence à s'épanouir et à savourer en fait la réussite et tous les efforts, tout ce qu'on a pu faire. Donc l'accompagnement pour moi c'est très important, mais il faut aussi de la volonté, parce que c'est bien, on vous met des mentors pour vous accompagner, mais si en face la personne ne met pas de volonté, ne s'investit pas dans ce secteur-là, ça va être compliqué en fait de réussir et d'avancer tous ensemble. Donc voilà. Merci. Élodie, tu as une expérience? Moi, j'ai une expérience plutôt positive. Les gens qui m'ont donné les opportunités, après, ils les ont assumées. Donc, ils ont été plutôt sympas avec moi. Non, j'ai été très bien entourée. Quelles que soient les missions que j'ai pu avoir, j'ai pu être entourée par des personnes qui ont eu confiance en moi, peut-être plus que moi d'ailleurs. Et c'est avec le recul qu'on se rend compte qu'ils avaient raison. Mais quand on est dedans, quand on est dans cette transition, on ne s'en rend pas compte. Mais on développe d'autres choses. C'est vrai que le fait de venir d'une reconversion, on peut développer d'autres choses. Et ces personnes le voient. Ou nous, parfois, on doute, on ne le voit pas. Et donc, ces personnes nous accompagnent, nous aident, nous soutiennent et ont des paroles très positives. C'est ce qui nous fait continuer, y arriver et réussir. On se donne les moyens d'y arriver parce qu'il y a des gens qui croient en vous. On n'a pas envie de les décevoir, on n'a pas envie de se décevoir, mais quand il y a quelqu'un en face, en plus, ça donne un petit enjeu en plus. Donc moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée et je les remercie de m'accompagner encore aujourd'hui. Top. Et du coup, on en a un petit peu parlé, mais quelles sont, selon vous, les principales difficultés, les principaux freins à cette reconversion professionnelle ? C'est justement la suite de ce que j'étais en train de dire. Moi, je viens pas d'une école IT, je viens pas de la technique, j'ai pas fait d'école de commerce non plus, et j'ai pas fait une grande école. Et je ne me sentais pas légitime à mon poste, que ça a été au recrutement au début, au commerce, ou aujourd'hui sur le poste de direction de programme. Je me suis toujours sentie, je suis un peu arrivée là par chance. J'ai juste eu de la chance. Et en fait, ces personnes-là sont là pour vous dire que non. Parce qu'évidemment, on a toujours quand même des détracteurs qui disent « Ah bah oui, t'es là, on a besoin de mixité, donc on a mis une femme, on avait besoin de dynamiser les équipes. » Alors on m'a pas dit dynamiser, féminiser les équipes commerciales. Alors c'est des gens qui sont souvent beaucoup plus âgés, qui ont une vision un petit peu plus difficile. C'est vrai heureusement, on a cette chance. Les nouvelles générations, on n'a pas cette vision de la mixité. Donc j'ai eu ces propos-là et on se remet en question. On a déjà moins confiance en nous. En tout cas, moi, j'ai fait pas beaucoup confiance en moi et en mes capacités. Et il y a des gens qui attendent que ça, de couler la tête dans l'eau. Et il y a ceux qui vous retirent. Et c'est grâce à ces personnes-là, finalement, qu'on se sent plus légitime, qu'on a moins ce sentiment d'imposteur. Et c'est bête, mais c'est un peu quand on fait le bilan qu'on se rend compte que finalement on a très bien réussi, et peut-être aussi bien que d'autres, et que les difficultés qu'on peut avoir, les autres les ont aussi. Et ce qu'on ne sait pas, finalement, ça c'est mon mentor qui me l'a dit, en fait ce que tu n'as pas su, ce que tu ne savais pas, ce que tu n'as pas appris à l'école, tu as compensé avec d'autres choses. L'envie, le dynamisme, l'agnac, tu lâchais rien. Et finalement, là où d'autres le faisaient peut-être moins. Donc beaucoup de travail évidemment pour compenser ce syndrome d'imposteur. Mais aussi voilà, ces personnes qui nous aident et qui nous accompagnent au quotidien pour qu'on réussisse.
Zineb. Oui, donc moi j'aimerais compléter pour mon expérience par rapport aux difficultés et par rapport aux freins rencontrés. On va dire déjà le fait d'arriver ici en France, donc en choisissant une spécialité qui n'a rien à voir avec mon premier master. Moi le premier je l'avais fait en marketing, en action commerciale, et j'ai décidé de faire un deuxième master en conseil en organisation et management du changement. Donc moi quand je suis arrivée en France, c'était une sélection sur dossier, et donc étant donné que j'avais un dossier selon les responsables à l'université, moi j'ai fait Université Paris 8. On m'a proposé de passer directement en M2. Du coup, je me suis dit, c'est bon, ça va faire un deuxième master en un an d'études, donc ça c'est bien. Mais par contre, il fallait assumer parce que c'est compliqué de switcher, de passer directement en dernière année de master dans une spécialité dont on n'a pas on va dire, les notions de base. Donc à chaque fois, il fallait que je fasse le double des efforts de mes anciens camarades à l'époque. Donc si eux, ils travaillent par exemple une demi-journée, moi, il va falloir que je passe toute la journée et de demander les cours de l'année dernière pour que je puisse m'aligner aux prérequis et pouvoir avancer. Donc ça, c'était une première difficulté, on va dire, que j'ai pu surmonter. Deuxième difficulté, ça concerne le fait de trouver, c'était le stage, donc ça c'était compliqué pour moi de trouver un stage en ayant zéro expérience dans le secteur, donc il fallait surtout rassurer les recruteurs et pareil donc pour l'intégration du marché du travail, donc j'arrivais avec 6 mois d'expérience dans le domaine, un nouveau master et donc c'était compliqué pour moi dans ma tête, c'est peut-être que c'était des obstacles que moi je me mettais dans ma tête et que les recruteurs ne se mettaient pas dans leur tête, parce que je me disais d'accord, pourquoi ils vont me choisir moi qui n'a pas de formation dans l'informatique et qui a une expérience, on va dire, très réduite par rapport à d'autres profils. Mais comme Elodie le dit, il faut en fait savoir s'appuyer sur ses points forts, mettre en avant ses soft skills pour pouvoir, on va dire, rassurer le recruteur, le convaincre et puis par la suite faire ses preuves et avec l'accompagnement qu'on vous propose, etc., être à la hauteur de la confiance qu'on vous a fournie, vous a confiée. Et Émilie, est-ce que tu as... Moi, les principales difficultés, c'était, comme beaucoup de gens, le manque de confiance, en fait. J'étais très timide, mais maintenant, je sais que la timidité ne sert à rien. C'est une perte de temps. Mais à l'époque, j'étais très, très timide. J'avais peur. J'avais peur de sortir de ma petite place, de ma petite case. J'avais peur de faire du bruit. J'avais peur de plein de choses. Et du coup... je me suis dit, mais si je vais dans l'informatique et que j'y arrive pas, je vais me faire remarquer par mon échec cuisant. Du coup, voilà, je l'assumais pas au départ, j'en ai parlé à personne, je l'ai dit à ma famille une fois que j'avais été acceptée dans l'école. C'est vraiment la peur, en fait, la peur de l'échec, la peur du regard des autres et la peur de prouver en fait aux autres qu'ils avaient raison de ne pas me faire confiance, de ne pas croire en moi. C'est ça en fait les freins qui ont été très difficiles pour moi. Et au final, j'ai pu montrer en fait que, et ce que beaucoup de gens n'ont pas en tête en fait, c'est que venir d'une autre direction, d'un autre domaine, la psychologie par exemple, ça apporte des qualités supplémentaires et même si certains le voient comme un handicap, j'ai pas les bases de maths, j'ai pas, ok. Mais en fait, j'ai autre chose à côté. J'ai peut-être plus de qualités rédactionnelles qu'un tech pur et dur. J'ai plus de qualités de compréhension qu'un tech pur et dur au niveau mental, psychologique, humain, etc. En fait, je suis pas tech pur, je suis un peu hybride. Est-ce que c'est pas mieux? Peut-être. Enfin, ça apporte quelque chose de plus. Et en fait, j'ai essayé de tourner ça plus comme un atout que comme une faiblesse, en fait. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que souvent le succès, c'est une image comme ça où on a un iceberg avec la pointe, c'est le succès. C'est ce qui se voit. Et puis en tout, l'énorme partie du bloc de glace, en réalité, c'est ce que vous avez décrit. C'est du stress, le sentiment de ne pas être compétent, beaucoup de travail, du doute, le syndrome de l'imposteur. Et donc, c'est vrai que... on peut avoir tendance, maintenant que vous avez réussi, ça fait une transformation, etc. Et c'est vrai qu'on peut réécrire son histoire a posteriori et dire que en fait, tout était facile et que j'étais inspiré, etc. Mais c'est vrai qu'il faut bien garder à l'esprit que ce genre de choses implique un vrai effort, un arrachement. Moi, je me souviens que le concept de sortir de sa zone de confort,
intellectuellement, je trouvais ça vachement sympa. Il faut sortir sa zone de confort et tout. Mais quand j'ai goûté à ça, en fait, c'est moins marrant, quoi. C'est comme se baigner dans l'eau froide. C'est drôle de loin, mais en fait, quand on le vit, c'est vrai qu'il y a une période où il faut traverser dans l'inconfort et tenir dans l'inconfort. Et donc, bravo d'avoir tenu et d'avoir réussi ce à quoi vous aspiriez. Peut-être pour terminer, est-ce que vous pourriez donner des conseils, nous inspirer pour des collaborateurs qui vont être appelés à travailler avec des gens qui sont justement en changement de carrière, qui arrivent dans un poste où tout est nouveau, ils doivent acquérir leurs compétences. En fait, comment on accueille ce genre de personnes ? Déjà, de les accueillir, c'est bien, parce que tout le monde ne prend pas le risque. Après, donnez-leur leur chance, accompagnez-les, aidez-les, écoutez-les, rassurez-les. C'est bête, mais c'est vrai que je pense qu'on l'a toutes les trois dit, on doute aussi nous-mêmes. On donne beaucoup de nous, on donne beaucoup, mais on a aussi besoin d'être rassurés. En contrepartie, je pense que vous aurez beaucoup de reconnaissance. On se rappelle, en tout cas moi je me rappelle de toutes les personnes qui m'ont aidée, celles qui m'ont accompagnée et les mentors. Je pense que toute ma vie, même à la retraite, je me rappellerai d'eux parce qu'ils ont beaucoup marqué ma carrière. Donc soyez ces personnes qui motivent, qui encouragent, qui soutiennent. Je parlais tout à l'heure de ceux qui mettent la tête dans l'eau. Soyez ceux qui sortent les gens de l'eau, au contraire. Donc voilà, soyez bienveillants avec les gens, accompagnez-les, rassurez-les et voilà, soyez positifs. Et ça fait un peu bisounours, mais on en a besoin en fait. Je pense que c'est quand même agréable. Oui, Élodie a dit le principal. En fait, il faut donner leur chance aux gens. En fait, ça sert à rien d'avoir un discours négatif, ça aidera personne. Si les gens sont là, faut les laisser essayer. Au pire, ils y arriveront peut-être pas, mais c'est pas à quelqu'un de l'extérieur en fait de les décourager. On doit être là pour les aider. Moi, c'est vrai que pendant cette transition de formation, j'ai pas eu vraiment d'aide. J'en ai eu beaucoup après dans mon entreprise actuelle avec des très bons soutiens et c'est primordial en fait d'avoir quelqu'un qui donne des bons conseils, qui est à l'écoute, qui croit en nous quand nous on croit pas en nous-mêmes et c'est le principal en fait, c'est être un soutien et ne pas décourager parce que ça aide personne, voilà. Oui, donc juste pour compléter, je trouve que les conseils, les principaux conseils ont été cités, mais c'est vrai que la bienveillance du management, elle est très importante. Le fait de rassurer les candidats, le fait de leur montrer, parce que des fois on a tendance à être dur avec nous-mêmes, on se dit oui j'ai fait ça mais c'est pas suffisant, il faut atteindre ça aussi, mais justement les personnes, les mentors comme vous sont là pour rappeler à chaque fois le candidat que même si t'es pas arrivé à ce que tu as envie de faire, tu as quand même réussi à faire ça, tu as fait ça, et la réussite c'est quelque chose qui se fait tous les jours, c'est pas d'un coup. Et voilà, donc pour finir, comme on dit, il faut viser la Lune, et si jamais on n'atterrit pas sur la Lune, on atterrit sur les étoiles. Voilà. Super. Eh merci beaucoup. On retiendra justement ce besoin en fait de bienveillance, bienveillance qui est, moi je trouve incroyablement vécue chez Microsoft et sûrement chez ses partenaires. Et voilà, et la force de la parole bienveillante, en fait, c'est incroyable comme une parole peut élever ou peut détruire en fonction de son contenu. Merci infiniment pour votre présence, votre témoignage. C'était super inspirant. Et voilà, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Merci. 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 Et maintenant, on a le plaisir d'accueillir Ebru, Chief Financial Officer chez Microsoft. Ça fait un peu pompeux comme titre, mais bienvenue à toutes et aux deux hommes que je vois ici. Et félicitations aux Women Role Model qui ont gagné et aussi celles qui ont été nominées et pas gagnées. Donc je suis Ebru Cornet, je suis CFO de Microsoft France. Et voilà, je suis ici devant vous pour conclure cette session aujourd'hui. Et voilà, je voulais vous expliquer que Corinne m'avait demandé il y a quelques semaines de prendre en fait l'exec sponsorship en fait de cette communauté, et j'ai dit oui sans réfléchir, même si c'est vrai que toute ma vie j'ai jamais ressenti en fait une quelconque discrimination ou frein dans ma carrière parce que j'étais une femme. Mais je pense que ce qui est revenu réellement, c'est que ce que je n'ai pas vu, et c'est ça en fait le but de cette communauté, ce qui m'a terriblement manqué, c'est le soutien
le fait de voir des femmes à des niveaux de leadership qui ont évolué et de pouvoir s'imaginer être elles et faire des chemins qui sont à peu près identiques. Donc je trouve que la force de cette communauté, c'est vraiment d'essayer d'avoir beaucoup plus de représentativité de ces femmes à des niveaux de leadership, de façon à ce que les jeunes filles qui font des études, qui décident de prendre des formations dans la tech, puissent s'imaginer qu'elles peuvent arriver à ce chemin-là. Et aussi, il y a un autre sujet qui m'a vraiment passionnée, en fait, qui m'a motivée à prendre ce leadership. C'est aussi ce qui fait partie intégrante de cette communauté. C'est que je trouve, moi, personnellement, en ayant évolué depuis une vingtaine d'années dans le monde de la tech, de l'industrie, etc., il n'y avait pas beaucoup de femmes autour de nous. Il n'y avait pas beaucoup d'encouragement en fait, à pouvoir prendre des risques. Alors, je pense que ça résume un peu tout ce qui a été dit aujourd'hui, mais prendre le risque et d'avoir quelqu'un qui vous dit « mais fais-le ». Fais-le, tu vas pouvoir y arriver. Et quel est le risque à prendre celui-ci? Tu vas pouvoir prendre ce job. Ce syndrome de l'imposteur, je pense qu'on l'a tous vécu, qu'on soit homme ou femme, hein, on l'a tous vécu. Et c'est le fait d'avoir un petit soutien à côté qui se dit, qui vous dit, allez-y, tu peux y aller, tu peux réussir. Et ça, c'est vraiment absolument fondamental. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus, moi, personnellement, manqué dans ma carrière, c'est d'avoir quelqu'un dans le monde du business qui aurait pu m'encourager et me dire que les choses étaient faisables et qu'on pouvait atteindre un certain but. Donc vraiment, je pense que la force de cette communauté, c'est vous. Ce qu'on disait sur la bienveillance est tellement vrai. Alors c'est vrai que chez Microsoft, on l'a beaucoup, et c'est là où j'ai vraiment réalisé à quel point cette bienveillance et le fait d'être très intentionnel dans le fait de faire évoluer une femme était extrêmement important, parce que souvent les femmes sont les premières à se bloquer toutes seules en fait. Donc c'est important de pouvoir être intentionnel et de dire à quelqu'un tu vas y arriver, prends le job, et de lui donner sa chance et d'avoir cette bienveillance de dire oui je suis à côté de toi et je vais pouvoir t'aider. Alors dans cette communauté, il ne s'agit pas effectivement de faire que du réseautage, des dîners, des apéros, etc. Le but c'est vraiment de s'entraider. S'entraider en s'engageant dans des initiatives. Alors je pense à 2 initiatives, mais pas forcément que des initiatives. Ça peut être aussi au jour le jour, dans votre entourage, parler à des femmes qui sont autour de vous, qui se posent des questions, qui doutent, ou peut-être même qui n'expriment pas leurs doutes, et de les aider, de les conseiller. Ça, c'est un pas dans votre quotidien que vous pouvez faire, en fait. Un geste que vous pouvez faire, juste de donner un peu de son temps à quelqu'un pour lui donner confiance qu'il peut y arriver. Deuxièmement, il y a ces initiatives auxquelles vraiment je vous encourage de vous engager, notamment chez Microsoft. On en a 2 sur lesquelles on est passionné. Il y a cette initiative de Jamais sans elle, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, il y a plusieurs entreprises qui ont signé la charte de Jamais sans elle, qui est en fait le fait qu'il n'y a aucun événement dans lequel les leaders qui ont signé cette charte participent s'il n'y a pas une représentativité de 50-50 de femmes et d'hommes. Donc ça, nous, on l'a tous signé. On a des entreprises qui sont partenaires. Je vous encourage à relayer la bonne parole auprès de vos entreprises, de vos amis, de votre entourage, de votre network, de signer cette charte parce que c'est extrêmement important. Notre CEO, juste avant Corinne, avait refusé de faire un keynote parce que justement les personnes avec lesquelles il devait faire cette keynote n'étaient pas à 50-50 femmes et hommes. Et du coup, tout le monde s'était retourné en disant « Ok, qui on va pouvoir trouver pour remplacer les 2 hommes qui sont en trop ?» C'est horrible de dire ça, de le dire comme ça, je suis d'accord. Mais en fait, si on n'est pas intentionnel, on ne pourra jamais avoir une représentation dans les LT, dans les entreprises, au regard de la représentation sociale. C'est-à-dire aujourd'hui, on a 52% de femmes en France, on n'a pas 52% de femmes dans les leaderships des entreprises françaises ou même étrangères. Donc c'est très très important d'être intentionnel là-dessus. Et la deuxième initiative que nous menons, en fait, à laquelle nous participons chez Microsoft, c'est celle de Mixité en scène, où en fait on travaille avec d'autres entreprises partenaires et il y a des cross-mentoring. Et là, je vous invite vraiment à participer, à être mentor d'une personne, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Le but, c'est vraiment d'aider quelqu'un à pouvoir évoluer et juste donner un peu de son temps pour pouvoir faire évoluer et grandir quelqu'un et enlever tous les doutes que cette personne pourra avoir dans sa tête et puisse prendre des risques, comme Alexia l'a dit, non-stop de risques pendant les Vendée Globe. Je pense qu'au niveau professionnel, on peut aussi imaginer que voilà, il faut juste ne pas se poser la question qu'on a des bloqueurs, mais plutôt que tout est possible.
Donc voilà, je voulais juste conclure cette session comme ça. Je pense qu'il y a un super apéro qui est prévu derrière pour nous tous et toutes. On peut se retrouver là-bas tout de suite. Voilà, merci pour cette journée. J'espère qu'on continuera l'aventure ensemble. À bientôt.